Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vous propose qu'on démarre. Alors, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Maxime Lomé, délégué régional pour l'association MAZ Hauts-de-France, qui est une association loi 1901, qui est répartie sur tout le territoire national. On va avoir l'occasion de, je vais avoir l'occasion de vous présenter tout ça. Et dont, je dirais, le cœur de métier est la prévention et le management en santé, sécurité, environnement. Alors pour gagner un peu de temps sur la présentation, je ne répéterai pas santé, sécurité, environnement à chaque fois, je vous dirai SSE. Voilà, et vous saurez de quoi je parle. Évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On accordera un petit temps à la fin pour répondre à vos interrogations et puis pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Alors donc on est un réseau d'associations, je vous l'ai dit, au niveau national, au service de la prévention. Passer rapidement là-dessus. Donc sans but lucratif, loi 1901, ça se traduit comment déjà? Eh bien, toutes nos publications, le référentiel MAZ, les conseils de mascotte qui aident à la mise en place des différents outils du système sont gratuits, librement téléchargeables sur notre site. Donc ça, c'est une petite différence déjà avec une norme que vous connaissez peut-être, où il faut payer la norme. Et bien nous, c'est effectivement gratuit. Voilà, donc l'entreprise a le loisir de télécharger le référentiel, de regarder les questions et puis de se dire, tiens, c'est peut-être intéressant pour mon organisation que de mettre en place le MAZ. Nous avons deux types d'adhérents au sein de l'association, des entreprises intervenantes qui sont en statut d'engagées. Donc elles sont engagées, c'est-à-dire que pendant 18 mois, elles vont mettre en place le système de management et au bout de 18 mois, elles vont passer l'audit de certification. Donc elles passent en statut certifié, donc en MAZ, on certifie 3 ans ou 1 an. Et puis les entreprises utilisatrices, qu'on appelle vulgairement les entreprises donneurs d'ordre, qui vont faire appel à des entreprises sous-traitantes qui vont travailler chez elles. Voilà, donc c'est les deux typologies d'adhérents que nous avons au sein du réseau. Alors MAZ, c'est un peu plus de 490 000 salariés au niveau national. Alors évidemment, vous vous doutez bien, ce n'est pas 490 000 salariés de MAZ, sinon on serait une multinationale. C'est évidemment, et vous l'avez compris, les salariés qui travaillent dans ces entreprises intervenantes et dans les entreprises utilisatrices. Ce qui fait évidemment de nous aujourd'hui le leader des systèmes de management santé, sécurité, environnement en France. Mais vous voyez aussi qu'on a un développement au-delà de nos territoires historiques. Alors on est évidemment présent dans les territoires et départements d'outre-mer. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons acté la création de MAZ Océan Indien pour l'île de la Réunion. Et puis nous sommes également présents en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et vous voyez qu'on maille tout le territoire national. MAZ, c'est 6275 entreprises, avec évidemment une écrasante majorité d'entreprises intervenantes, puisque le référentiel est vraiment fait pour les entreprises qui viennent réaliser des travaux ou de la maintenance au sein des entreprises donneurs d'ordre. Et vous voyez qu'effectivement, sur une année, l'évolution est quand même assez significative, puisque alors les chiffres sont encore, on n'a pas tout à fait terminé 2023, même si le temps passe vite, mais vous voyez qu'effectivement on a fait quand même un bond en termes de nombre d'adhésions, que ce soit sur le collège des entreprises intervenantes comme sur le collège des entreprises utilisatrices. Alors sur le réseau MAZ local, que je représente ce matin, nous sommes 4 salariés au niveau de l'association, nous fonctionnons avec des cabinets agréés, donc des cabinets qui sont eux-mêmes audités, avec des auditeurs qui sont eux-mêmes audités. Donc 19 cabinets au niveau national avec des auditeurs qui gravitent dans toute la France, l'Afrique, bien évidemment. L'association MAZ Hauts-de-France, c'est 970 entreprises aujourd'hui, tous secteurs confondus, je le précise. Un conseil d'administration, c'est le principe de l'association, un C1, un bureau, et puis la particularité en MAZ, c'est d'avoir ce qu'on appelle des comités de pilotage qui vont décider des certifications. En fait, il faut bien garder à l'esprit que MAZ a été créé par des entreprises pour des entreprises, et aujourd'hui, ce sont les entreprises qui font fonctionner le système et qui vont participer à la décision de certification. Voilà. L'activité des entreprises utilisatrices, pour que vous ayez une petite idée un petit peu des entreprises qui nous rejoignent. Alors, effectivement, à l'origine, beaucoup d'entreprises de la chimie et de la pétrochimie. C'est né d'ailleurs dans le secteur de la pétrochimie au début des années 90. On
parlait pas encore plan de prévention à cette époque. On a deux entreprises que sont Esso, ExxonMobil et Shell, qui font intervenir des entreprises chez elles et qui décident de mettre en place un guide de bonne pratique pour avoir un langage commun. C'est comme ça qu'est né le MAS en fait. Voilà. Et donc au fur et à mesure des années, je vous passe toutes les étapes, mais il y a eu différentes fusions et qui donnent le référentiel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc effectivement, la chimie, vous le voyez, pèse encore assez lourd dans la typologie des entreprises utilisatrices. Mais ces dernières années, ce chiffre de 25%, qui était à 28 l'année dernière et qui était à plus de 30% il y a encore quelques années, diminue, j'allais dire, au profit d'autres entreprises avec des visages un petit peu différents, notamment le secteur de l'énergie. Hein, vous voyez EDF, mais j'aurais pu afficher aussi Enedis RTE, par exemple, et le secteur de la construction. Hein, on cite ici Vinci Construction et FH, par exemple. Nous sommes présents également dans le portuaire et l'aéroportuaire. Nous avons également des donneurs d'ordre qu'on pourrait appeler des donneurs d'ordre publics aussi, hein, qui font appel aussi à la sous-traitance et qui aujourd'hui s'impliquent dans le MAS et font fonctionner nos instances. Donc vous voyez effectivement que tous les secteurs d'activité sont représentés. Parmi les entreprises intervenantes qui vont réaliser les travaux chez ces donneurs d'ordre, eh bien effectivement là pour le coup il n'y a pas tellement de changements. Moi je connais le MAS depuis plus de 20 ans maintenant pour l'avoir mis en place dans les structures où j'ai travaillé. C'est toujours à peu près les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises du secteur, ce qu'on appelle chez nous le secteur fer, donc métallurgie, chaudronnerie mécanique, le secteur des entreprises de l'électricité, de l'instrumentation et automatisme, et puis le secteur BTP. Alors la codification que vous voyez ici, c'est une codification que MAS réalise dès lors qu'une entreprise adhère. Mais si on cale ces chiffres-là sur les chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie, hein, de la sécurité sociale, si on veut simplifier les choses, on se rend compte qu'effectivement, on a pratiquement 50% de nos entreprises qui sont des entreprises issues du secteur BTP. Bah oui, parce que les entreprises de l'électricité, les entreprises du secteur calorifuge, de l'isolation, bien souvent sont Fédération française du bâtiment ou sont Fédération nationale des travaux publics. Donc voilà, donc si on cale ces chiffres-là sur les chiffres nationaux, effectivement, on a 50% des entreprises qui sont issues du secteur BTP. Donc ça peut être aussi une première idée reçue quand on se dit que le MAS est réservé uniquement aux industriels. Ce n'est pas forcément vrai. Nous sommes aujourd'hui le seul référentiel qui mesure et qui prouve des résultats concrets. On est en capacité aujourd'hui de pouvoir comparer les chiffres d'accidentologie en termes de taux de fréquence et taux de gravité par rapport au taux de la profession. Donc vous voyez en vert le taux de fréquence des accidents avec arrêt des entreprises qui sont adhérentes au réseau MAS, et en gris, le taux de la profession. Et vous voyez qu'effectivement, sur quasiment tous les secteurs d'activité, les entreprises performent en termes de fréquence des accidents. Alors il y a un secteur, si vous êtes puriste, vous allez me dire, mais oui, mais il n'y a qu'un secteur sur lequel vous ne progressez pas. Effectivement, c'est le secteur G, commerce non alimentaire, pour la bonne et simple raison qu'on est très peu présent aujourd'hui sur ce secteur-là. Voilà. Mais effectivement, ce qui représente plus de 50% de nos adhérents, vous le voyez sur le CTN A et B, c'est là où on a les progrès les plus significatifs. Alors, c'est vrai en taux de fréquence, hein, on a pu mesurer le nombre d'accidents avec arrêt évité, ou en tout cas une projection à 2023, mais c'est aussi 2 à 3 fois moins d'accidents graves pour les entreprises qui sont certifiées. Donc ça, c'est aussi des chiffres importants et une notion à avoir en tête, parce que effectivement, derrière chacun de ces chiffres-là, il y a des vies humaines, ça c'est évident. Quand on se lance dans une démarche, on le fait d'abord pour une obligation et un devoir moral. Faire en sorte que ses collaborateurs rentrent le soir sur leurs deux jambes, j'ai coutume de dire, juste un peu plus fatigués. Voilà, ce sont d'abord des vies qui sont derrière tout ça. Et puis après, évidemment, vous êtes aussi peut-être chef d'entreprise et vous vous dites, derrière ça, il y a aussi des notions de coût. On sait qu'un accident du travail, ça coûte. Alors, il y a des estimations et des calculs qui ont été faits et qui ont été refaits, maintes fois refaits, et qui ont démontré qu'un accident du travail, en coût direct, coûte à l'entreprise entre 300 et 400 euros par jour. Ça, c'est le coût direct. D'accord ? Donc, c'est l'indemnisation du salarié. Mais évidemment, qui dit coût indirect, qui dit que coût direct, dit aussi coût indirect, puisque vous allez devoir remplacer le salarié, peut-être faire appel à de l'intérim, peut-être un client que vous n'allez pas livrer, etc. Donc, on sait
aujourd'hui que ce chiffre se situe entre 1000 ou 1200 euros par jour. Donc, si vous mettez ça en perspective par rapport au nombre de jours d'arrêt, effectivement, ça peut être un investissement important. Voilà. Et des choses qu'on peut évidemment prévenir. C'est aussi tout l'intérêt de la démarche. Alors, il y a une autre stat que je voulais partager avec vous, c'est de dire, bah, OK, quand je suis certifié, quand je suis engagé, jusqu'à ce que je sois certifié, et parfois même, certains sont certifiés 6 fois 3 ans, était là dès l'origine et dès la création du MAS, ben on voit qu'effectivement ce taux de fréquence et ce taux de gravité, il baisse. Alors il baisse très fort dans un premier temps parce que l'entreprise va avoir le réflexe de s'attaquer déjà au sujet technique, en mettant en conformité les machines, en faisant les vérifications générales périodiques, en se disant, bah tiens, mes collaborateurs, je vais leur mettre du matériel qui soit beaucoup plus ergonomique, qui soit beaucoup plus adapté, plus léger, etc. Très bien, ça amorce une première baisse assez importante. Et puis, vous voyez, pour les certifiés 2 fois, 3 fois 3 ans, c'est des entreprises qui commencent déjà à travailler aussi sur l'organisation. Ce qu'elles ont mis en place, l'accueil des nouveaux arrivants, le tutorat, l'évaluation de ces intérimaires, l'évaluation de sa sous-traitance, les entretiens professionnels, voilà, tout ce qui est réglementaire pour une part et qui est aussi intégré dans le référentiel, va porter ses fruits, donc va amorcer une deuxième baisse. Et puis enfin, eh bien, là où MAS travaille activement aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont certifiés aussi depuis un certain nombre d'années. Donc, je vous l'ai dit, 6 fois 3 ans, on a même du 7 fois 3 ans sur les Hauts-de-France. Et là, on va devoir s'attaquer aux facteurs humains et organisationnels. On est sur les sujets de culture de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait tout ce qu'il fallait en termes de technique, en termes d'organisation. À partir du moment où le collaborateur va être face à la situation dangereuse, l'arbitrage qu'il va devoir réaliser, peut-être la décision qu'il va prendre, va peut-être générer un accident de travail. Et donc, ce sujet de la culture sécurité, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être aussi éduqué d'une certaine manière. Et pour ça, effectivement, MAS propose notamment un outil à nos adhérents qui s'appelle la MAS Academy. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, vous ne m'entendrez pas parler de comportement. J'ai volontairement parlé de facteurs humains et de culture sécurité. Parce que dès lors qu'on parle de comportement, on peut être déjà dans du jugement de valeur. Parce que le comportement, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est mais s'il a eu l'accident, c'est qu'il a fait une connerie, il y a quelque chose qu'il n'a pas respecté. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que est-ce que l'organisation, à un moment, l'a poussé à faire cet arbitrage-là plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est un défaut de matériel qui fait qu'à ce moment-là, il a voulu contenter son client, comme très souvent, et puis c'est là où l'accident est arrivé, il a pris un risque et l'accident est arrivé. Donc voilà, on parle pour le coup vraiment de culture sécurité et de facteurs humains. Une deuxième idée reçue que je voulais partager avec vous ce matin, c'est la première étant de croire que seules les entreprises de l'industrie sont concernées par le MAS. La deuxième, c'est de croire que le MAS est réservé aux grosses structures. Notez bien aujourd'hui, ça ce sont des stats nationales, mais notez bien que sur le secteur des Hauts-de-France, 40% des adhérents sont des sociétés de moins de 10 salariés. Donc ça c'est important, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les TPE constituent quand même une part importante de nos entreprises, que beaucoup de TPE se créent en France. Et effectivement, on a là un système qui va s'adapter complètement aux petites entreprises et aux très petites entreprises. Et si ces petites entreprises n'y trouveraient pas leur compte, évidemment, elles feraient autre chose. Parce que, on va me dire, mais oui, mais elles le font parce que le client l'a demandé. On a passé la barre des 60% d'entreprises chez nous qui adhèrent de manière volontaire. Non pas parce que le client l'a demandé, mais parce qu'on veut se structurer et ils trouvent dans le MAS un outil pragmatique qui va leur permettre d'évoluer et de progresser. Donc ça, c'est la deuxième idée reçue que je voulais partager avec vous. Alors, comment ça fonctionne concrètement quand on se lance dans la démarche? Tout simplement, ça fonctionne par adhésion volontaire. Donc, on reçoit une demande d'adhésion, un formulaire d'adhésion. Donc déjà, il y a la prise de contact avec l'association en local. En fonction de là où on est situé, on est sur le secteur des Hauts-de-France, je serai votre point d'entrée. Mais on peut adhérer partout en France, évidemment. Donc la demande d'adhésion nous parvient avec un extrait CABIS, un organigramme. Et vous voyez que l'entreprise a 18 mois maximum pour se présenter à l'audit de certification. Je ne communique que sur les 18 mois. Je ne parle pas des 9 mois.
Parce que, alors si l'entreprise souhaite se présenter avant, elle a tout à fait le loisir de le faire. Mais 18 mois, c'est quand même la durée moyenne de mise en place d'un système, surtout si on part de zéro. Hein. Et donc l'idée, c'est que, à condition de faire les choses au fur et à mesure, on va avoir dès la demande d'adhésion jusqu'à la restitution, effectivement, ces 18 mois pour pouvoir travailler à la mise en place de son système. Donc vous n'allez pas être tout seul, vous allez adhérer, vous allez intégrer un réseau d'entreprises. On va réaliser avec vous ce qu'on appelle une réunion d'engagement, une réunion de lancement, c'est-à-dire qu'on va venir vous voir et on va faire un premier plan de vol avec vous, c'est-à-dire là où on veut atterrir dans 18 mois. Il n'y a pas une entreprise qui fait la même chose, il n'y a pas une entreprise qui a la même histoire, et donc c'est important que nous, on s'imprègne de ça aussi, et qu'on puisse vous aiguiller. Voilà, pour reprendre un exemple de l'aéronautique, on va vous aiguiller, et l'idée c'est bien de se mettre comme ça des points réguliers d'avancement de projet. Donc, cette première réunion de lancement, elle sert de diagnostic et elle permet vraiment d'y voir plus clair. Et encore une fois, on l'a fait chez vous parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de venir vous rencontrer, de pouvoir aussi éventuellement peut-être faire un petit tour d'atelier ensemble s'il y avait des choses que vous voulez nous montrer, etc. On est là, effectivement, là pour le coup, dans une vraie logique d'accompagnement. Vous allez également, pendant ces 18 mois, pouvoir participer à des rencontres que l'on va organiser, soit de manière présentielle, soit de manière distancielle, sur des sujets qui sont animés par nos auditeurs agréés. Alors ça peut être un sujet précis du référentiel, mais ça peut être aussi des sujets qui sont annexes. Ça peut être, par exemple, on est en ce moment en pleine campagne avec l'OPP-BTP, qui est l'organisme de prévention dans le bâtiment et travaux publics que vous connaissez peut-être. Et l'OPP a 2 campagnes nationales, une sur l'intégration des intérimaires et des apprentis, et puis une autre sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle vulgairement les TMS. Et bien ça, typiquement, c'est des choses sur lesquelles on va vous intégrer, vous allez pouvoir participer à ces ateliers-là, puis pouvoir échanger aussi de vive voix avec nos partenaires. Vous voyez, en étape 4, on se situe à peu près à, si on part sur les 18 mois, on est à peu près à 14-15 mois. L'entreprise va commencer déjà à se dire, bon, il va falloir que je déclenche mon audit. Et nous, on a la possibilité de réintervenir pour faire ce qu'on appelle une réunion préparatoire à l'audit. C'est-à-dire sur la base de l'audit interne qui aura été fait et d'un certain nombre d'éléments, on va pouvoir se rassurer sur le fait d'aller à l'audit de certification ou pas. Voilà. C'est ce point-là qui va permettre de se dire, bon, ben, on peut y aller sereinement. Là, on sait que l'entreprise va aller vers la certification. Ou alors se rendre compte que finalement, il y a un gros trou dans la raquette et qu'il y a peut-être besoin d'1 ou 2 mois supplémentaires pour peaufiner le système. Donc ça, ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie de l'adhésion que vous payez à MAZ, et c'est quelque chose que l'on réalise avec nos entreprises. Et puis enfin, bah, voilà, on imagine que l'audit, la réunion préparatoire à l'audit s'est bien passée, l'entreprise a retourné son formulaire, elle se présente à l'audit de certification. Alors un audit de certification, ça se passe comment ? Ça se passe de manière système le matin, où on va regarder plutôt la partie engagement de la direction, on va regarder plutôt la manière dont vous gérez par exemple vos formations, toute la partie RH, partie formation, partie visite médicale, le suivi de vos matériels. Voilà, on va regarder aussi l'amélioration continue. Et puis l'après-midi va être consacré à la partie de terrain. Donc la partie terrain, ça peut être une visite d'atelier, mais c'est aussi et surtout un audit chantier. Voilà. Il n'y a pas d'audit MAZ s'il n'y a pas d'audit terrain. Ça, c'est clair. Et l'adhérent qui appelle la veille pour me dire j'ai pas de chantier à proposer, on va être dans l'obligation de reporter l'audit. C'est extrêmement important, cette partie terrain, parce qu'on ne met pas en place un système, clairement, si les gens sur le terrain n'ont pas compris ce qu'on attendait d'eux et s'ils ne sont pas acteurs dans la démarche. C'est pas qu'une histoire de dire j'affiche des beaux tableaux, j'ai une belle politique, elle est bien colorée, personne ne l'a lu. Ah non, concrètement, c'est aussi comment eux, ils peuvent participer à la vie du système. Voilà. Donc, effectivement, on embarque tout le monde. On embarque tout le monde et on embarque l'ensemble des activités. Donc, à la fin de la journée, votre auditrice ou votre auditeur que vous aurez choisi va vous remettre ce qu'on appelle vos fiches d'écart. Alors, comme je dis souvent aux entreprises, des fiches d'écart, vous en aurez. C'est comme ça qu'on progresse. Il ne faut pas commencer à se dire « voilà, j'ai eu 2 écarts, c'est mort pour la certif ». Non, on peut être certifié avec un écart majeur aussi. Donc il faut effectivement prendre ça comme un constat. Et l'essentiel, c'est que vous compreniez surtout l'écart. Ça, c'est très important. Donc il y a aussi une formation des auditeurs
pour aussi faire preuve de bienveillance et vous expliquer, formuler l'écart pour que ce soit le plus clair pour vous. Parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est que l'auditeur il s'en aille, on est fatigué, c'est la fin de la journée. Mais n'empêche que quand on va reprendre les fiches d'écart à froid, on va se dire mais ouais, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Alors, évidemment, nous en tant qu'association, on est là pour vous aider. Donc on est là aussi pour vous compreniez et comment vous pouvez intégrer ça chez vous. Mais l'idée, c'est vraiment que vous ne restiez pas avec vos questions. Donc l'auditeur part, vous avez vos fiches d'écart que vous avez signées, et le dossier va passer devant une commission, donc c'est l'étape 6, qui est le comité de pilotage qui va prendre la décision de certification. En fait, c'est pas votre auditeur est un maillon de la chaîne. Hein. Votre auditeur, il va présenter votre dossier devant une commission et il va faire une préconisation. Alors, une entreprise qui a 3 ans de certification, ce n'est pas l'entreprise idéale. Hein. C'est simplement qu'on a le sentiment que l'entreprise a la capacité de progresser sur les 3 prochaines années et qu'elle peut donner confiance. Si vous faisiez appel à cette entreprise-là, vous diriez, bah oui, effectivement, elle me donne confiance, donc c'est ça qui peut conditionner la décision des 3 ans. Alors évidemment, le comité va aussi regarder l'accès au rapport, il va regarder comment évolue votre accidentologie, comment est animé votre système, est-ce qu'il y a véritablement un engagement de direction, est-ce qu'il y a une vraie adhésion des gars sur le terrain. Donc c'est tout ça qui est regardé. Et parfois, effectivement, on a des préconisations qui peuvent être faites par un auditeur qui ne sont pas suivies par le comité de pilotage. Ça arrive parfois en initial, par exemple. Parce qu'en initial, bah, l'auditeur va présenter au comité un très bon dossier, les 4 écarts mineurs, pratiquement 80%. Bon, l'amélioration continue, on est encore un peu juste, mais en même temps, on n'a pas non plus on n'a pas l'antériorité non plus. Donc l'expérience, le retour d'expérience, il est assez maigre, mais on voit que c'est assez prometteur. Et l'auditeur va dire, bah, moi, je préconise 1 an parce que le système est jeune. Mais le comité de pilotage, la réaction, c'est de dire, mais quel est le risque de certifier cette entreprise 3 ans? Si c'est juste la jeunesse du système et qu'aujourd'hui, vous dites que les prérequis sont là, bah, le comité ne va pas hésiter à voter 3 ans et à ne pas être d'accord avec la préconisation. Et il est possible, dernière légende urbaine que je voulais partager avec vous, il est tout à fait possible d'obtenir 3 ans en initial. Voilà. Ça représente pratiquement 40% de nos dossiers aujourd'hui. Hein. Alors, il y a une petite règle en MAS, je surveille juste l'heure. Une petite règle en MAS, c'est qu'on peut être certifié 3 ans, on peut être certifié 1 an, on peut ne pas obtenir la certification. Dans tous les cas, l'entreprise ne peut pas être certifiée 3 fois 1 an. Elle peut avoir 1 an en initial, 1 an en renouvellement, mais la fois d'après, ça sera 0 ou 3. On ne peut pas être éternellement sur du 1 an. Voilà. C'est aussi cette logique d'amélioration continue. Si toutefois vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous le dites. Hein. Alors, on certifie une agence autonome. On ne va pas certifier un siège social où il ne se passe rien. Je suis volontairement provocateur. On va certifier une agence et éventuellement des centres de travaux, c'est-à-dire des antennes qui sont rattachées. Mais ça, le périmètre de certification, on le définit avec vous lors de la réunion d'engagement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on ne peut pas non plus certifier un centre de travaux qui est dépourvu d'une existence juridique aussi. Donc le SIRET, c'est une donnée d'entrée, mais ce qui va être surtout regardé aussi, c'est la manière et là où est piloté le système. Voilà, là où j'ai ma politique, mes engagements, mes objectifs, mes indicateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde ensemble dès le début, dès que vous adhérez. Ou parfois même en amont. Ça va pour ça ? Alors, le référentiel, je ne vais pas rentrer, j'aurai pas le temps de rentrer dans le détail du référentiel aujourd'hui, mais je laisse un certain nombre de documents et je suis à votre disposition juste après la conférence. Nous sommes sur une démarche d'amélioration continue, donc avec ce qu'on appelle la route d'Hemming. Hein. On est sur un PDCA, on va planifier, on va réaliser, on va contrôler, on va réagir en conséquence. Et en fait, le système MAS fonctionne sur cette roue d'amélioration continue avec 5 axes. L'engagement de la direction, on va parler politique, objectifs, indicateurs. Mais au-delà de ça, c'est de se dire, c'est beau d'écrire une belle politique hein, qui soit affichée dans un bureau et que personne ne regarde. On va travailler aussi à la qualité de cette politique pour qu'elle soit comprise par tous. Donc on peut faire quelque chose de très imagé, chose de très coloré, avec très peu d'objectifs, mais qui soit vraiment en lien avec votre évaluation des risques professionnels, par exemple. Donc on va vraiment travailler au sujet de la politique et de comment décliner les engagements. On va pouvoir aussi s'appuyer sur les entretiens annuels aussi pour donner des objectifs beaucoup plus précis. On va peut-être faire des définitions de fonctions aussi, dans lesquelles on va confier des responsabilités à l'encadrement. Hein. Le but, c'est que ça diffuse comme ça dans la hiérarchie. L'axe 2, on va se concentrer sur ce qui est savoir-faire, savoir-être
et savoir. Voilà, 3 notions importantes, avec vraiment un focus sur la partie tutorat, la partie accueil, parrainage. C'est fondamental. On sait qu'aujourd'hui, d'expérience, un collaborateur qui n'est pas accueilli le jour de son arrivée a très peu de chances de l'être après. Donc l'accueil, c'est dès l'arrivée sur le chantier. Et effectivement, donc, il y a le contexte réglementaire de formation renforcée au poste de travail. Mais dans le cadre du MAS, on va aussi partager du retour d'expérience. Et puis, on va effectivement mettre un vernis important sur ce sujet-là. L'organisation du travail, l'axe 3, c'est ce qu'on appelle vulgairement dans d'autres référentiels la maîtrise opérationnelle. Donc là, on est au cœur du système. C'est la préparation de mes chantiers, donc en termes d'analyse des risques, en termes de préparation matérielle, en termes de planning. C'est la partie réalisation. Et c'est là où l'audit chantier il a sa valeur ajoutée. Parce que l'idée, c'est quand même d'aller voir le gars sur le terrain et de lui dire, alors aujourd'hui, tu as un mode opératoire, ou tu as un plan de prévention, ou tu travailles sous PPSPS. C'est quoi les risques importants aujourd'hui à ton poste de travail et dans l'opération que tu es en train de faire? Et comment tu peux te protéger? Voilà, c'est comme ça qu'on va amener les questions et qu'on va tirer le fil pour aussi avoir pouvoir déterminer un niveau de culture sécurité. Alors ça, évidemment, ça ne se fait pas au bout de 18 mois. C'est pas, encore une fois, je disais, le système idéal n'existe pas, mais au bout de 18 mois, vous n'aurez pas un système béton. C'est des choses qui vont aussi, en montant une marche comme ça, d'année en année, va faire qu'à un moment, vos équipes, elles vont être complètement autonomes sur le sujet, à condition d'être accompagnées et d'être valorisées aussi. Donc l'organisation du travail, c'est préparation, réalisation, et puis évidemment, le retour d'expérience. Alors, le retour d'expérience, c'est pas forcément... Alors, ça peut être un bilan de chantier, ça peut être un bilan de fin d'affaires, voilà, ça peut être une revue de contrat dans le cadre d'un contrat de maintenance. C'est pas uniquement de mettre le doigt sur ce qui va pas. C'est aussi valider et valoriser ce qui s'est bien passé. Parce que très souvent, oui, on va revenir sur un accident, on va revenir sur une situation dangereuse, mais le gars qui a osé remonter ses actes dangereux ou une situation dangereuse, il faut aussi le valoriser. Ou quand on a les félicitations du client, c'est quelque chose à partager avec eux. Donc c'est du retour d'expérience et ça aussi c'est quelque chose qui est regardé. J'ai souvenir d'un auditeur qui, quand sur un système évidemment beaucoup plus mature, une entreprise qui était certifiée après un certain nombre d'années, qui demandait aux collaborateurs sur le terrain, une fois qu'il avait sorti toutes les questions de l'auditeur concernant la sécurité, disait mais est-ce que c'est quoi aujourd'hui les signes de reconnaissance de votre chef? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Et tout ça, après, on va aller sur les sujets un peu de qualité de vie au travail aussi. Donc, vous voyez, c'est des choses qui vont, du coup, amener d'autres réflexions au fur et à mesure que votre système évolue. La partie 4, qu'on appelle, de manière très poétique, l'efficacité du système de management, c'est ce qu'on appelait avant, de manière un peu moins poétique, la partie contrôle. Alors, au moins ça parle. Partie contrôle, on va dedans évoquer, plus qu'évoquer d'ailleurs, traiter les sujets de l'audit système, des visites de chantier, mais aussi de l'analyse de tous les dysfonctionnements, c'est-à-dire les événements non souhaités que vous pourriez avoir. Les situations dangereuses, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les incidents techniques, etc. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la méthode que l'entreprise va utiliser. Elle peut utiliser ce qu'elle veut. Ce qu'il faut, c'est surtout que ça génère des actions qui soient efficaces et qui évitent l'accident de se reproduire. C'est surtout là-dessus, on va beaucoup parler en masse de la mesure de l'efficacité des actions. Alors, mesure de l'efficacité des actions, c'est pas de se dire que l'action elle a été réalisée en temps et en heure. C'est pas ça qui va empêcher la situation de se reproduire. Non, par contre, on va se poser la question, est-ce que l'action que j'ai mis en place, est-ce qu'elle permet de supprimer l'exposition au danger, ou est-ce qu'on est simplement sur une mesure de protection individuelle, voire de faire une causerie, quoi. Oui, vous allez dire à quelqu'un, vous allez lui faire animer une causerie, ou vous allez faire un sujet d'animation parce qu'il s'est passé un événement, c'est pas ça qui va empêcher l'événement de se reproduire. Par contre, si on s'attaque à la protection collective, ou qu'en amont, on va sur ce qu'on appelle la suppression à l'exposition au danger, là, oui, quelque chose qui peut éviter d'être fait en hauteur et fait au sol, là, on a quand même bien travaillé en termes d'efficacité de l'action. C'est pas toujours possible, mais justement, ça mérite l'analyse. Et puis enfin, l'amélioration continue, c'est là qu'on va avoir le rebouclage de nos actions, que le chef d'entreprise va réaliser ce qu'on appelle un bilan SSE, qu'on appelle aussi une revue de direction dans d'autres référentiels. Et là, on va s'interroger sur l'efficacité de son système et l'efficience de ses outils. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire «
J'avais demandé à mes conducteurs de travaux cette année de faire 5 visites, ils ont fait 5 visites, super. Et alors? La question de l'auditeur, ça sera toujours ça. Et alors? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Il vaut mieux se dire, on n'est pas à l'objectif, mais par contre, ça remontait tel type de situation, tel type de récurrence, et du coup, c'est là-dessus qu'on va orienter notre politique et notre plan d'action pour l'année prochaine. Ça a du sens. Et à ce moment-là, au moment de la revue de direction, au moment du bilan SSE, le chef d'entreprise va vraiment se prononcer sur l'efficacité de son système. Et il est tout à fait en capacité de dire, bah, écoutez, cet outil-là, aujourd'hui, chez nous, il ne fonctionne pas, parce qu'il ne fait pas remonter d'informations, ça nous prend du temps, on abandonne. Par contre, ça, on poursuit parce que ça marche super bien. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Hein. Moi, j'ai vu dans des petites entreprises, je vous disais tout à l'heure, hein, 40% des entreprises adhérentes au MAS sont de moins de 10. On n'est pas sur un compte-rendu comme on pourrait avoir parfois dans des grands groupes. Hein. Moi, le simple fait que l'auditeur, à la fin, on peut faire un petit compte-rendu de la revue de direction, à la fin, il se positionne, il écrit ce qu'il va faire l'année prochaine, il signe, il date. Voilà, là, on a bien le fait que le chef d'entreprise se positionne sur l'efficacité de son système. Et la boucle est bouclée. Alors, juste une petite chose. La différence aussi avec une norme, donc nous ne sommes pas une norme, le référentiel est construit autour de questions. Des questions qui sont binaires ou des questions qui sont variables. Et donc ça vous permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez télécharger gratuitement le référentiel, donc vous faire une première idée. Ce qui est intéressant, c'est que tout est écrit en fait. On est plutôt sur un guideline. Et on a on ne voit pas à l'écran, mais on a donc à côté du questionnaire, on a les exigences et la manière de comprendre. Typiquement, dans l'axe 5, sur le bilan SSE, on va avoir la question, est-ce que mon bilan il est exhaustif? Sur la page de gauche, vous allez pouvoir lire le bilan SSE contient à minima ça. Tout est écrit. Et pour aller un petit peu plus loin et pour vous aider dans la mise en place, on a également créé donc, le deuxième manuel qui est les conseils de mascotte et qui vous aide à travailler sur vos indicateurs, sur une causerie sécurité, donc une animation SSE, les points attendus lors d'une visite de chantier. Toutes ces choses-là, toutes les choses concrètes sont reprises dans les conseils de mascotte. Voilà. Donc ça, c'est évidemment à votre disposition. Donc ça, j'en ai parlé. Juste pour vous dire que ce qui est important en MAS, c'est pas forcément d'écrire des procédures. Alors je vais provoquer un petit peu, mais j'assume complètement ce que je dis. En plus, je suis filmé aujourd'hui, donc, donc on pourra le ressortir. Mais je l'assume complètement. Ce qui est important, c'est les outils que vous allez mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la procédure qui explique comment je vais former mes collaborateurs, je ne vais pas dire que l'auditeur il s'en fout, mais quasiment. Hein. Par contre, l'outil qui me permet de suivre mes formations et de montrer que cet outil il est efficace, ça a du sens. Encore une fois, l'idée est de mettre des choses en place qui soient adaptées à votre structure et qui fonctionnent. Et l'auditeur va regarder, si le suivi de mes formations, aujourd'hui, je le fais avec un fichier Excel, avec un système d'alerte, je ne fais pas de la pub pour Excel, hein, il y a d'autres systèmes, mais en tout cas, un système d'alerte, etc., qui est suivi, ok, le job, il est fait, quoi. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et encore une fois, c'est filmé, donc on pourra le ressortir, c'est que ce qui est important aussi, c'est que cette procédure, si on doit la faire, on la fera après. C'est important d'écrire aussi ce qu'on fait, parce qu'il faut aussi conserver le savoir en interne. Donc, je ne dis pas que la procédure ne sert à rien, mais dans un premier temps, il faut se concentrer plus sur les outils que sur la procédure. Et la procédure, après, effectivement, encore une fois, on pourra écrire ce qu'on a fait. Alors, les plus de MAS, effectivement, au-delà d'une certification, c'est un réseau avec des services. On n'a pas que la partie référentielle, on a aussi tout ce que l'association va proposer. Donc, en étant adhérent, effectivement, on appartient à un réseau adhérent et partenaire du MAS. C'est aussi plus simple pour nous de vous mettre en lien avec la CARSAT Hauts-de-France. Je pense à la CARSAT, notamment sur tout ce qui est incitation financière. Hein, ça, c'est régulièrement des questions que j'ai pour aider sur des investissements, par exemple, ou mettre en lien avec l'OPPBTP, avec l'UMM, avec Franchimie, en fonction du secteur d'activité où vous êtes, France Chaudonnerie aussi, qui est aujourd'hui aussi un partenaire avec qui on fait beaucoup de choses. C'est la possibilité d'être acteur du système parce qu'effectivement, vous participez à une dynamique locale en participant notamment aux rencontres thématiques, hein, en rencontrant des confrères, des clients, etc. Donc de pouvoir échanger aussi sur vos sujets. Puis nous, de vous mettre en lien aussi. Parce que si on sait qu'une entreprise, on les connaît nos entreprises, même si on en a 970, on les connaît bien, on sait qu'à un moment, un tel a travaillé sur tel sujet. On peut mettre en lien aussi, ça peut faire gagner du temps.
Efficacité, pérennité, ça va de pair avec réduction de l'accidentologie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, donc 2 à 3 fois moins d'accidents pour les entreprises certifiées. Et système qui se mesure depuis plus de 20 ans. Et puis, il y a un outil de recherche et de suivi des prestataires qui est intéressant, parce qu'à partir du moment où vous êtes entreprise certifiée, vous apparaissez sur une liste qui est consultable par tous les adhérents du MAS. Voilà. Et moi, régulièrement, je suis aussi sollicité par des entreprises donneurs d'ordre sur sortir le listing des entreprises certifiées. Donc voilà, c'est aussi, vous apparaissez sur les listes. Et puis, c'est aussi un gain de temps et de crédibilité pour les entreprises utilisatrices et aussi pour les entreprises intervenantes, parce que l'audit est réalisé par un tiers qui est neutre et reconnu. Voilà. Alors, dans la dynamique des services, donc les conférences, j'en ai parlé, hein, donc de manière présentielle ou distancielle. On essaie quand même de retrouver quand même du présentiel, parce que bon, on a vécu pendant 2 ans quand même du distanciel, et le Teams et le WebEx, on n'en pouvait plus. Donc parfois, il y a des sujets qui s'y prêtent très bien quand c'est descendant, mais pour créer une dynamique et pour avoir de la remontée d'infos, je pense qu'il faut quand même clairement se voir. Et c'est aussi ça qui fait que vous ayez envie de revenir. Support de communication, tous les ans, une association régionale porte une campagne nationale. Alors, je vous un petit scoop, mais l'année prochaine, c'est notre tour. Donc on est déjà en train de la préparer, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une campagne qui va profiter à tout le monde. Nous avons déjà fait des choses qui concernent les risques majeurs, par exemple, hein, la prévention des accidents liés à l'absence de consignation, de condamnation, les travaux en hauteur, les espaces confinés, que ce soit dans le bâtiment, travaux publics, que dans l'industrie. L'année dernière, on a fait un escape game, par exemple, sur le sujet de la prévention des risques. Voilà, donc tous les ans, une association régionale porte une campagne pour tout le monde. Et donc, évidemment, tous les adhérents en profitent. Voilà, on essaye de développer tout ce qui est de plus en plus de digitaliser, donc de plus en plus de supports vidéo, de choses que vous pouvez réutiliser, notamment dans vos entreprises. Les conseils de mascotte, donc j'en ai parlé, c'est ce qui va vous aider à la mise en place. C'est pas ça le référentiel, mais c'est ce qui va vous aider à travailler, à donner par exemple des exemples d'indicateurs. Hein, dire un indicateur en santé, moi je vois pas trop ce que je peux mettre. Un indicateur de résultat, c'est quoi? Je vais avoir tout un lexique qui va pouvoir m'aider sur le sujet. Toutes les entreprises qui adhèrent à MAS ont accès à un outil de veille réglementaire. Là, ça fait partie du package. Vous avez une alerte mail mensuelle, plus un outil qui va vous permettre de faire le tri au niveau des textes qui vous sont applicables. Donc il y a un premier filtre qui est effectué par MAS, et après ça vous permet d'aller plus loin. C'est intéressant aussi, hein, parce que quand je vais vous donner à la fin le coût de la cotisation, un outil de veille réglementaire, pour ceux qui ont voulu s'en équiper, ça coûte très très cher. Hein. Ça coûte très très cher. Donc là, pour le coup, vous avez un outil qui est mutualisé. Après, je ne vous dis pas que vous êtes obligé d'utiliser cet outil. Si vous avez déjà un outil en interne qui fonctionne bien, ou que votre fédé vous fait une alerte, ou que vous avez un cabinet, je ne sais pas moi, comptable, ou une veille juridique qui existe déjà, attention, là on est bien sur le volet santé, sécurité, environnement. Hein. Donc ça peut être intéressant aussi de comparer ou de compléter. On intervient évidemment dans les écoles aussi pour que les nouveaux entrants soient plus rapidement opérationnels, puis qu'ils nous connaissent aussi. Hein. Ils ne découvrent pas le MAS quand ils arrivent en entreprise. Et puis la MAS Academy, j'en ai parlé un petit peu, c'est évidemment le sujet de la culture de sécurité. Donc là, ça c'est un truc super. C'est un support autoporteur, une plateforme sur lequel on va retrouver plein d'outils. Donc que ce soit des outils digitaux, donc on va avoir des e-learning, des quiz, des supports vidéo, mais des choses aussi que si vous souhaitez imprimer pour remettre à vos compagnons ou vos collaborateurs, on peut tout à fait le faire. Et l'idée, c'est bien d'inclure aussi le management de proximité dans le sujet de la culture de sécurité. Donc, on va avoir des choses sur la vigilance partagée, sur les modules d'application terrain, sur la remontée d'infos, sur la prévention des accidents graves et majeurs. Enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Mais en tout cas, il y a pas mal d'outils qui sont, encore une fois, en lien avec la culture de sécurité. Et ça, c'est alimenté. On a un groupe de travail au niveau national. C'est alimenté régulièrement et effectivement, c'est un outil qui plaît beaucoup aux entreprises, surtout celles qui ont énormément progressé et qui là se retrouvent confrontées un petit peu au plafond de verre, vous voyez, en termes de taux de fréquence ou de taux de gravité des accidents et qui veulent continuer à performer. Donc ça, moi j'ai une personne chez moi, dans mes équipes, qui s'appelle Pauline, qui est la chargée de mission projet pour ce sujet-là, donc il ne faut pas hésiter à la contacter.
Alors j'ai parlé tout à l'heure d'incitation financière parce que évidemment j'ai cité d'abord notre partenaire de la CARSAT Hauts-de-France, mais il y a aussi des financements possibles, notamment quand on veut se lancer dans la certification. Alors je vais parler de coûts tout de suite, comme ça ce sera fait. L'adhésion au MAS, c'est, alors à l'heure actuelle, puisque les budgets sont faits en fin d'année avec le conseil d'administration, l'adhésion cette année coûtait 312 € l'année, pas par mois, l'année. Ça c'est l'adhésion à MAS pour tout ce que je vous ai montré là. Après, l'entreprise, au bout de 18 mois, va devoir passer son audit de certification. Donc là, effectivement, c'est elle qui va contractualiser directement avec le cabinet. Et on est sur une fourchette aujourd'hui entre 1 600 et 1 700 € la journée. Ce qui est le coût d'un audit qu'on retrouve même dans d'autres référentiels. Hein. Mais ça, c'est quelque chose que l'entreprise a supporté au bout de 18 mois. Et puis, si elle a la chance d'être certifiée 3 ans, elle le supportera que 3 ans après. Après, ce qui est plus difficile à chiffrer, évidemment, c'est en fonction de l'entreprise, elle a peut-être déjà un préventeur en interne, ou elle fait peut-être appel à quelqu'un d'extérieur. Donc ça, pour moi, c'est plus difficile de vous le dire. Mais en tout cas, l'adhésion au MAS, elle est à peu près de 300, 312, elle sera peut-être à 320 pour 2024. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de hausse sensible. Et il est possible, effectivement aussi, si vous souhaitez mettre en place le système et vous faire accompagner, d'avoir des financements de la région, donc par le biais d'Industrie du Futur, qui effectivement peut prendre jusqu'à hauteur de 80% le devis, donc ce qui n'est pas négligeable. Et le dispositif qui est uniquement pour l'accompagnement et non pour le passage d'audit. Hein, l'audit, dans tous les cas, vous devrez payer votre audit, mais en tout cas pour la mise en place, ça peut être quand même sacrément intéressant. Donc il y a un certain nombre de contacts au niveau régional. N'hésitez pas, encore une fois, j'ai laissé des petites plaquettes et des cartes. S'il y a des questions, vous venez me voir après. Alors je sais qu'il y a une autre conférence qui commence derrière, donc on va peut-être pas rester, on va peut-être pas mobiliser ici l'espace, mais en tout cas, bon, je me tiendrai à proximité pour que vous puissiez me donner vos coordonnées, vous envoyer les infos le cas échéant. Voilà. Les partenaires, voilà, j'en ai cité quelques-uns. On fait beaucoup de choses avec l'OPPBTP notamment, France Chaudronnerie avec qui on va organiser une matinée meulage la semaine prochaine sur un site dunkerquois. La CARSAT, j'en ai parlé, l'UMM Franchimie. Alors Franchimie qui est co-rédacteur du référentiel, hein, ex-UIC, puisque maintenant il y a un seul et même référentiel commun. Et puis l'IXI avec qui évidemment on a construit la MAS Academy. Voilà. Je reste à votre disposition, je vais bouger juste un petit peu et puis voilà, on peut échanger après sans problème. Je vous remercie de votre participation.